canadienne d'hypothèque de logement. C'est une société d'État au Canada qui a pour mission de faciliter l'accès au logement pour tous les Canadiens. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter, puis peut-être même des mises à jour dans un programme qui s'appelle l'APH Standard. Le dernier vidéo, j'ai parlé d'une introduction à des prêts commerciaux, etc. Mais aujourd'hui, je vais descendre un petit peu plus profond avec un programme en particulier. Puis pourquoi je veux parler d'APH aujourd'hui? Bien, parce que c'est un produit qui s'est popularisé énormément depuis les derniers temps, puis j'en dirais même que certains professionnels qui ne mangeraient pas si ce programme n'était pas là. Puis je vais donner quelques petites informations. Puis aujourd'hui, ben, j'ai un autre pad, OK? Parce que c'est très facile s'y perdre dans ce programme-là. Et on va lire littéralement ligne par ligne les lignes du dépliant, puis expliquer chaque phrase de ce programme-là pour être sûr, en fait, premièrement, de ne pas oublier de détails, puis deuxièmement, avoir l'explication la plus précise possible. Évidemment, je fais un disclosure. C'est possible que durant la présentation, il y ait une information qui sera erronée ou que ce n'est pas exactement 100% précis, mais j'ai vraiment appelé la SCHL à plusieurs reprises pour pouvoir monter une vidéo d'information de qualité. Cette vidéo-là, ben, elle est bonne pour aujourd'hui, mais c'est possible que les critères de la SCHL pour le programme APH Standard et non le Select change éventuellement. Le dernier changement a eu lieu le 19 juin 2024, puis il y a eu une annonce quelques temps avant. Donc, ça change la game. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis allé chercher la définition exactement c'est quoi la SCHL, donc je vais vous la lire. La SCHL, c'est quoi? C'est la Société canadienne d'hypothèque de logement. C'est une société d'État au Canada qui a pour mission de faciliter l'accès au logement pour tous les Canadiens. Elle offre divers services, notamment l'assurance hypothécaire, des programmes de financement pour les projets de logement et des recherches sur le marché immobilier. La SCHL joue un rôle clé dans la stabilisation du marché immobilier et l'amélioration des conditions de logement à travers le pays. Donc, grosso modo, il y a plusieurs rôles de la SCHL, mais le rôle particulièrement qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'accessibilité à la propriété. L'accessibilité à l'achat de propriété et aussi pour la construction puis pour le renouvellement des facilités de crédit. Ce qui est vraiment du mieux de mes connaissances, ce que je peux vous proposer. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Donc, ça part. Le programme APH, il y a deux volets, OK? Il y a le volet qui s'appelle l'APH Standard et il y a le volet qui s'appelle l'APH Select. Ils ont les deux noms très similaires. APH, by the way, ça veut dire assurance prêt hypothécaire. Les deux noms sont similaires, mais ce n'est pas les mêmes conditions pour y accéder, ce n'est pas les mêmes termes, ce n'est pas les mêmes choses. Okay? Aujourd'hui, je parle vraiment de standard. Donc, quand vous allez sur le site de la SCHL, vous pouvez aller sur l'onglet logement locatif, puis vous allez voir l'admissibilité au programme. Puis je l'ai écrit ici, l'admissibilité au programme, puis on va le décortiquer un par un, OK? Donc, le premier critère pour ce programme-là, c'est de faire l'achat, la construction ou le renouvellement de sa facilité de crédit pour un immeuble de minimalement 5 logements locatifs. Tout ce qui est en bas, puis en général, dans les institutions financières, et dans les types de prêteurs est considéré comme étant du résidentiel. Tout ce qui est en haut, 5 et plus, est considéré comme étant du commercial. Donc, ce programme-là s'adresse plus pour des emprunteurs commerciaux. Le deuxième critère pour pouvoir avoir accès à ce programme-là, c'est l'espace résidentiel doit être minimalement 70%. Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, en fait, que il est possible d'avoir des bâtiments commerciaux qui ont une portion commerciale à l'intérieur. Okay? Donc, si on regarde une rue qui est très passante, disons une tour pignon sur rue, sur un coin, bien, ce qui arrive souvent, c'est que le premier étage a une superficie commerciale pour des magasins, des restaurants, même des bureaux. Ça peut être même une petite production qui peut s'y trouver.
dans le programme, tout ce qui excède 70% ne fonctionnera pas. Puis comment vous faites pour déterminer ça? Bien, c'est le pied carré. Le pied carré de superficie habitable résidentielle versus le pied carré de superficie habitable commerciale. Ça ira pas avec les revenus, ça va être avec la superficie. Troisième critère, c'est le RPV maximum 85%. Donc, le RPV, ça s'appelle le ratio prêt-valeur. Le ratio prêt-valeur, c'est un calcul qu'on va faire tout à l'heure, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que la dette sur la propriété, sur l'actif, ne peut pas dépasser 85% de sa valeur. OK? Donc, chiffre très rond, si ma bâtisse vaut 1 million de dollars, ça veut dire que ma facilité de crédit totale ne peut pas dépasser 85%. Donc, mon prêt ne peut pas être plus haut que 850 000, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous allez voir plus tard dans la vidéo, on va le calculer ensemble, comment trouver le ratio prêt-valeur, puis on va aussi calculer d'autres types de ratios. C'est une vidéo qui est générale aujourd'hui, mais quand même bien détaillée, bien étoffée, je dirais. Quatrième critère, aucune interdiction de la loi. OK? Puis, ce qui est marqué précisément, c'est « ne doit faire l'objet d'aucune interdiction en vertu de la loi sur l'interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par les non-Canadiens ». Le cinquième critère est marqué « compétences reconnues en gestion ». OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, en fait, là, que la personne qui va faire ce prêt-là ou l'entité, parce que bien souvent au commercial, ce sont des entités, ce n'est plus des personnes physiques comme vous et moi. Il faut qu'il y ait une expérience en gestion qui est démontrée pour la taille de l'immeuble qui est fait. Donc, disons que quelqu'un cogne à la porte de la SCHL, dit « Écoute, je veux faire l'acquisition de cette bâtisse-là, même si tu as la mise de fonds nécessaire, puis tu as un caractère qui aurait de l'allure. Si tu n'as jamais fait la gestion d'unités, disons, de 40 unités, il y a des bonnes chances que la SCHL ne t'assure pas sur ton prêt. Mais vous allez voir, plus tard dans la vidéo, on va parler de comment on peut faire pour rentrer dans cette game-là, si on veut, quand on n'a pas d'expérience. Puis le critère 6 vient rejoindre un peu le critère numéro 5 en y mettant une condition directe. Puis on parle ici minimum 5 ans d'expérience en gestion d'immeubles collectifs. OK? Puis le 5 ans d'expérience, là, il va vraiment être comptabilisé, mais c'est possible aussi de pouvoir avoir une société de gestion immobilière qui va faire la gestion de l'immeuble qu'on achète ou qu'on renouvelle ou qu'on construit. Donc, ces deux critères-là vont quand même ensemble, mais évidemment, si on n'a pas 5 ans d'expérience ou même voire aucune expérience, ça ne fonctionnera pas. Mais il est possible aussi d'avoir une firme qui fait ça professionnellement, la gestion d'immeubles, pour pouvoir y avoir accès. Il n'y a pas seulement les firmes. Sur le site web, il est marqué une firme de gestion immobilière, mais vous pouvez aussi avoir un partenaire dans votre demande qui va être actionnaire également là, de l'action à faire. Puis il peut être actionnaire à petit pourcentage puis venir chapeauter la transaction puis agir à titre de mentor. C'est sûr qu'il faut toujours divulguer les intentions primaires, dire bon, écoutez, j'ai pas l'expérience requise, cependant, voici mon mentor, il a 1000 portes, depuis 30 ans il fait ça, il va venir m'épauler, je peux l'appeler quand bon me semble, puis il est sur l'actionnariat, il y a 5% des parts du projet. Donc ça pourrait fonctionner aussi. Seule affaire, c'est bien évidemment regarder votre convention d'actionnaire. Est-ce que cette personne-là doit cautionner ou pas? Ça dépend de l'entente que vous allez avoir. Bien souvent, si cette personne-là est dans l'actionnariat, c'est fort probable qu'elle va devoir cautionner. Si elle ne cautionne pas, alors il va falloir donner une bonne raison pourquoi ou juste avoir une candidature très solide tout seul pour ne pas avoir besoin de cette caution-là. Le 7e critère,
j'ai marqué VNT, qui veut dire valeur nette tangible, 25 % du prêt. Donc, admettons, encore des chiffres ronds, si on fait un prêt bancaire en APH standard, puis le prêt c'est pour 1 million de dollars, bien, il faut démontrer à la SCHL que nous avons une valeur nette tangible de valeur de 25 % du prêt, donc 250 000 si on voudrait liquide, en équité liquide pour pouvoir venir cautionner ce prêt-là. Le 8e critère, c'est la capacité de garantir 100 % du prêt pendant 12 mois. C'est quoi la différence, OK? La différence, c'est que le critère numéro 7, il faut montrer une valeur nette tangible de 250 000 vu qu'on avait dit que c'était 1 million, soit 25 %. La deuxième affaire, le critère numéro 8, lui, c'est plus au niveau du prêt total. Parce que pendant les 12 premiers mois, OK, c'est possible que ce soit une construction neuve, c'est possible que ce soit un renouvellement ou un achat, mais durant les 12 premiers mois, il faut que l'emprunteur soit capable de démontrer que s'il y a quoi que ce soit, il y a une capacité de réinjection assez solide. Donc, on va demander 100 % de garantie au niveau du prêt là, contracté. Fait que pendant les 12 premiers mois. Puis ça, ben, c'est jusqu'à temps que les revenus soient stabilisés. Parce que, admettons, en construction neuve, la stabilisation de revenus, ça peut prendre un certain moment. Puis même aussi en refinancement, la stabilisation des revenus peut prendre un certain moment. C'est possible qu'on refinance puis qu'on décide de faire des améliorations locatives sur la bâtisse. C'est possible qu'on fasse l'achat pour optimiser la bâtisse qu'on achète. Donc, tu sais, la CHL veut voir que non seulement on est capable de garantir le prêt, mais qu'on est capable de stabiliser les revenus. Une fois que c'est fait, ça peut tomber. Mais tant aussi longtemps que ce n'est pas, le critère va rester en place. Fait que là, j'arrive à une partie où on va lire beaucoup le dépliant de la SCHL, puis je vais ajouter des exemples là, au fur et à mesure. Donc, lorsqu'on rouvre le dépliant sur le site de la SCHL pour l'APH standard, là, commence comme ceci. En bref, but du prêt, financement de la construction, achat ou refinancement. Donc, c'est pour 3 choses principalement. Dans le fond, tout type de transaction presque immobilière là, va rentrer là-dedans. Type et taille des immeubles. Ensemble offrant des logements locatifs ordinaires, logements autonomes. Les ensembles doivent comprendre au moins 5 logements. Donc, on en a parlé initialement, 5 logements et locatifs ordinaires. Est-ce que c'est possible de démontrer à la CHL que notre immeuble, ce n'est pas exactement ça, mais ça pourrait fonctionner? Toute demande est propre à chacune. Ça dépend de l'emprunteur, ça dépend du prêteur. Si le prêteur y va, potentiellement, il est possible, mais encore là, quand on s'éloigne trop des barèmes, puis il y a trop de dérogations, bien souvent, ça ne passe pas. Là. Puis bon, l'espace non résidentiel. Les espaces non résidentiels ne doivent pas excéder 30 % de la superficie brute ni 30 % de la valeur totale. Le PEC qui s'y rattache ne peut excéder 75 % de la valeur d'emprunt des espaces non résidentiels. Fait qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, disons, par exemple, que mon coût de construction est de 10 millions de dollars. Okay? La partie commerciale est 30 % max. Ça ferait que, mettons, sur 10 millions, ça coûterait 3 millions de développer ma partie commerciale. Donc, techniquement, sur ce 3 millions-là, je ne peux pas dépasser 75 %. Donc, ça veut dire que la partie du prêt commercial serait de 3 millions fois 75 % donnerait 2 250 000. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait le calculer. Par la suite, quand on continue dans le dépliant, on parle de ratio prêt-valeur maximal. Le financement de la construction, jusqu'à 85 % de la valeur d'emprunt établie par la SCHL ou 100 % du coût selon le montant le moins élevé. Par exemple, si la SCHL
établit la valeur de ma bâtisse à 10 millions, le financement total pourrait être 8,5 millions. Mais si mes matériaux de construction m'en ont coûté en réalité 8 millions, alors le financement va être 8 millions, soit le plus petit des deux. Fait qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, grosso modo, si mes coûts de matériaux coûtent plus cher que la valeur établie par la SCHL, bien alors là, on va aller avec la valeur que la SCHL a établie et vice-versa. Ça, c'est pour le financement de la construction. À l'achat, jusqu'à 85% du prix d'achat ou de la valeur d'emprunt établie par la SCHL selon le montant le moins élevé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si, admettons, on achète une bâtisse commerciale à 10 millions de dollars, mais que la SCHL détermine que la valeur en réalité est 8 millions, donc on va faire un financement à 85% sur le montant de 8 millions. Puis au niveau du refinancement, jusqu'à 85% de la valeur d'emprunt établie par la SCHL, donc ça c'est straightforward, donc mettons la SCHL estime que c'est encore 8 millions et moi, selon moi, la bâtisse en vaut 10 millions, bien c'est le montant de la valeur que la SCHL décide. Achat ou refinancement avec amélioration, jusqu'à 85% de la valeur d'emprunt de la propriété dans son état actuel ou après les améliorations telles que déterminées par la SCHL. Donc, j'ai une question importante ici, puis c'est comment la SCHL fait pour déterminer la valeur d'une propriété multirésidentielle. Donc, là, c'est là où on va rentrer dans une partie qui est un petit peu plus mathématique de la présentation aujourd'hui. J'ai préparé un tableau qui a beaucoup de données. Puis, ça va être important de suivre de façon ponctuelle ce que je vais dire ici, parce que tous les chiffres, premièrement, ils sont tous fictifs, OK? Les puristes vont regarder la vidéo et vont dire « Écoute, tes chiffres n'ont aucun sens, ça n'a pas rapport. » Je veux juste dire quelque chose. J'ai mis des chiffres pour pouvoir remplir des cases, OK? Pour pouvoir qu'on comprenne la relation entre chaque chose. Ce n'est pas des chiffres du jour. C'est très possible que ça ne s'applique même pas à votre environnement. C'est possible que ça ne fonctionne juste pas, OK? Mais selon moi, je voulais juste remplir les cases puis avoir un exemple un petit peu plus concret que juste des paroles dans les airs. Donc, voici comment la SCHL va déterminer la valeur de votre propriété, OK? Dans mon cas, j'ai pris 40 unités, donc une bâtisse de 40 unités, avec une moyenne de loyer de 1 900 $ par mois, OK? C'est possible que dans votre région, c'est 1 900 $, c'est vraiment rien. C'est possible que dans votre région, 1 900 $, c'est très cher. Bref, ça dépend de où est-ce qu'on est, mais le but de l'exercice aujourd'hui, c'est juste de pouvoir comprendre la relation entre les chiffres et comprendre comment la SCHL fait pour déterminer la valeur économique d'une bâtisse. Donc, la première ligne ici, c'est le revenu, OK? Donc, je prends 40 unités, je multiplie par 1 900, va me donner 912 000 $. Ça, c'est mon revenu. La deuxième chose, c'est qu'il va avoir le taux de vacances moyen. Moi, j'ai décidé de prendre 4 % qu'on va venir multiplier avec le revenu de base pour avoir un chiffre ici. Donc, je veux toucher sur le taux de vacances, OK? Le taux de vacances, dépendamment quel type d'actif vous avez. Mettons, vous avez une résidence de personnes âgées, c'est très possible que le taux de vacances soit nettement plus haut qu'en multirésidentiel, ces temps-ci en tout cas. Mais c'est possible aussi que votre taux de vacances, moi j'ai décidé de prendre 4 %, c'est possible aussi que votre taux de vacances soit 2 %. Présentement, dans le marché, ce qu'on voit, c'est que tous les appartements qui sont dans la gamme, je dirais, du 2500 à 2600 par mois, ont un taux de vacances plus élevé que ceux qui sont en bas de ce barème-là. Donc, pour l'exemple, moi, j'ai décidé de prendre 4 %. C'est un entre-deux, ça peut être même 8 %. Sachez que ça fait partie de ce qu'on appelle la normalisation, OK? La SCHL va avoir des postes
de dépenses et même d'ajustements qu'on appelle normalisés. Puis ils vont appliquer à chaque classe d'actifs un type de normalisation ou même à une situation X, Y, Z. Donc, un coup qu'on a calculé le revenu moins la vacance, j'ai un RBE de 875 520. Qu'est-ce que ça veut dire RBE? RBE, ça veut dire revenu brut effectif. Okay? Ce n'est pas mon revenu de fin que je vais prendre pour utiliser mes calculs, mais c'est quand même un bon indicateur de où est-ce que je m'en vais. Par la suite, on doit soustraire certaines choses du RBE, dont les normalisations ici que je vais venir toucher juste après mon exemple. Ou en fait, je vais le faire tout de suite. OK. La normalisation, OK, j'ai marqué quelques postes ici. C'est pas mal eux autres en passant. Ça, c'est ce que la SCHL va déduire dans les dépenses par unité, par année, etc. Donc, mettons, le premier poste de normalisation, c'est l'entretien et réparation. La SCHL, selon ses calculs en ce moment, pense que 925 $ par porte par an, c'est ce que ça coûte l'entretien et la réparation. Donc, pour nous, en ce moment, pour l'exemple, c'est 925 fois 40 va venir donner 37 000 $. Fait que ça, c'est ce que ça devrait me coûter en entretien et réparation, mon immeuble de 40 unités. Prochain poste de normalisation, c'est le salaire. Le salaire, c'est quoi? C'est, bien évidemment, il y a quelqu'un qui va venir entretenir ma bâtisse. La CHL, présentement, dit que 610 $ par porte par an, c'est ce que ça coûte de salaire pour venir entretenir ma bâtisse. Donc, dans mon cas, j'ai 40 portes. 610 fois 40 va venir me donner 24 400. Je vais peut-être mettre des X pour dire qu'on l'a fait. Parfait. Après ça, il y a la réserve des électros. Okay? Les électroménagers, quand on achète, en fait, quand on va louer un appartement, une tour à condo neuf, bien souvent, il y a des électros qui vont y trouver déjà là, dans cet appartement-là. La CHL dit qu'une réserve de 60 $ par mois par électro, c'est ce que ça prend. Dans mon exemple ici, j'ai dit comme quoi que on avait 2 électros par appartement, donc 60 fois 2, ça fait 120, fois 40 va me donner ma réserve pour mes appareils électriques, donc 57 600. Par la suite, j'ai les frais de gestion. Okay? J'ai marqué entre parenthèses RBE. Pourquoi j'ai marqué RBE entre parenthèses? Parce que les frais de gestion, en temps normal, c'est 5 % en normalisation. On va venir le calculer sur le RBE, le revenu brut effectif, et non sur le revenu de base. Donc, 5 % fois 875 520 va venir me donner ma dépense en gestion, 43 776. Puis par la suite, j'ai une normalisation au niveau de la vacance. J'ai mis 2 à 8 % parce que 8 %, dans le fond, dans les résidences de personnes âgées, suite à la COVID, là, il y en a beaucoup qui ont eu extrêmement de la difficulté à monter la pente. Donc, ça peut arriver dans certaines régions là, que la SHL dit qu'en normalisation, ils vont prendre 8 % pour votre résidence. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à mettre? Okay? Il reste 3 choses. Les taxes municipales et scolaires, les assurances et l'énergie. Utilities en anglais. Là, j'ai pris des chiffres fictifs. J'ai mis 190 000 $ en taxes. J'ai mis 60 000 $ en assurance et énergie, 60 000 $. Ces postes-là vont être exactement la même chose que sur votre rapport d'évaluation agréé. C'est 1 pour 1 là-dessus. Puis ça, c'est vraiment la réalité de la chose. Ce n'est pas une normalisation où on pense que ou peu importe. Donc, mettre des X ici. Donc, on est venu combler tous les postes de dépenses. Taxes, assurance, énergie, entretien, réparation en normalisation, salaire en normalisation, gestion en normalisation
et réserve électro en normalisation. J'ai ajouté un autre poste ici, je l'ai mis à 0$ qui est autre. Autre, ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est sûr qu'il y a certaines choses que ça peut être particulier à la classe d'actifs, mais en temps normal, c'est pas mal ce qu'il y a ici. Donc là, j'ai fait une ligne pour aller jusqu'en haut ici, qui s'appelle le RNO. OK? Le RNO, c'est le revenu net opérationnel, en anglais NOI. Ça, dans le fond, là, depuis le revenu de base jusqu'à RNO, on a retiré tous les postes de dépenses. Là, on base nos calculations, nos calculs de ratio sur vraiment cette valeur-là ici. 402 744, c'est ce qui me reste de mon 912 000 $. Donc, la première affaire que je vais venir calculer, c'est la valeur de mon immeuble. Parce qu'on en parle depuis le début, puis je le lis, etc. C'est quoi cette valeur-là? Comment on fait pour la déterminer? Okay? Là, il y a un concept qui vient arriver avec ça qui s'appelle le TGA. Okay? Le TGA, c'est en anglais Cap Rate. Vous pouvez trouver cette information-là sur le site de CBRE. Le TGA, OK, dans le fond, ça dépend c'est quoi la classe d'actifs et même, je dirais, la région qui va différer énormément. C'est une valeur qui est fictive, OK, mais qui sert à déterminer c'est quoi la valeur de la bâtisse. Je ne veux pas rentrer dans des explications trop poussées pour cette vidéo-là parce que ça va être très long. Puis je pourrais faire une vidéo sur le TGA seulement. Là, si vous voulez une vidéo là-dessus, mettez-moi des commentaires, là, on en fera un vraiment, puis on regardera. Là. Mais disons que pour le bien de la cause, aujourd'hui, la vidéo, notre TGA pour la classe d'actifs que j'ai, un 40 unités en tour, c'est 4,5 %. Ça veut dire qu'il est bien localisé, c'est quand même bas comme TGA, ça va. Puis là, la valeur, comment on fait pour la calculer, c'est le RNO, le revenu net opérationnel divisé par le TGA. Donc, 402 744 divisé par 4,5 % va venir me donner une valeur approximative de mon immeuble de 8 900 000 $. OK? Ça se peut qu'il y ait des poussières, mais j'ai pas assez de place sur le tableau, donc 8 900 000 $. Donc, là, j'ai ma fameuse valeur que je vais venir baser toutes mes choses dessus. OK? Donc, disons que tout à l'heure, on a parlé de ratio prêt-valeur. Puis le ratio prêt-valeur, ben, ça ne devait pas dépasser 85 % dans certains cas ou 75 % pour des parties commerciales. Puis on va en parler plus tard dans la vidéo, là, mais normalement, ça prend... faut atteindre la valeur locative là, optimale avant de pouvoir débourser la dernière tranche là, pour se rendre à 85 % de RPV. Bien, comment on fait pour calculer ce RPV-là? C'est le montant du prêt divisé par la valeur va donner 67 % dans notre cas. Puis là, encore là, le prêt ici, j'ai mis les détails là. C'est des données qui sont très variables. Je veux juste y arriver dans mes chiffres. Ne me lancez pas la pierre. Donc, je me suis dit prêt de 6 millions de $, terme de 3 ans, taux sur ma facilité de crédit 4,68 %. Amortissement 50 ans, parce que le programme peut aller jusqu'à 50 ans dans des constructions neuves. Paiement de 310 000 $ par année, ce qui va me donner un CCD de 1,30. Okay? Le CCD, je vais y revenir plus tard dans la vidéo, mais ce que je voulais avoir de cette information-là, c'est le prêt tout simplement. Okay? Donc, quand on a une valeur de 8,9 millions, puis on a un prêt de ça, le ratio prêt-valeur pour nous, dans ce cas-là, ça va être 67 %. On va continuer dans le formulaire, on va aller à versement du prêt. Donc, versement du prêt, il est marqué financement de la construction. Pendant la construction, les avances versées peuvent atteindre 75 % du coût ou de la valeur d'emprunt selon le montant le moins élevé. Le versement des fonds additionnels est assujetti à la réalisation du revenu locatif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Okay? C'est que durant la construction, puisque là, on parle de financement de la construction, en réalité, là, on peut seulement avoir 75 % de la valeur du prêt qu'on va avoir, tant aussi longtemps
que la réalisation du revenu locatif n'est pas à 100%, OK, ou ce que l'objectif était d'atteindre. Puis qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que pour pouvoir avoir ce dernier débours-là de 10%, de 75 à 85, il faut optimiser notre RBE, qui est le revenu brut effectif. Ou avoir 12 mois de stabilisation, ou encore, si ce n'est pas atteint, que la construction a été terminée depuis 24 mois. Alors, à partir de là, bien, un de ces trois critères-là, bien, on pourrait alors débloquer la dernière tranche là, de financement. Autre point dans versement de prêt, les coûts de construction sont examinés et recommandés par un économiste en construction. Des assouplissements peuvent être accordés dans des petits marchés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est l'estimateur en coût de construction, c'est lui qui va déterminer l'échéancier du projet total. Okay? Admettons, il dit, bon, écoute, ça coûte 10 millions faire le projet, puis nous, on pense que, mettons, la phase 1, quand que la fondation va être coulée, puis on va pouvoir commencer la charpente, bien, on va avoir besoin de tant d'argent. Puis ça, bien, c'est vraiment important parce que ça va déterminer le nombre de débours, OK? En construction, j'en avais parlé dans mon ancienne vidéo, mais la construction, c'est un prêt qui est quand même assez intéressant parce qu'il n'est pas déboursé entièrement au jour 1. Parce que les constructions, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 12 mois, 3 ans, parfois pour des plus gros projets. Puis l'expert en coût va venir faire un échéancier puis va présenter à l'institution financière, va dire, écoute, à telle partie du prêt, on est rendu à 10 %, donc mettons, ça me prendrait 10 % du prêt. Puis de là vient une variable importante qui dit, Patrick, comment on fait pour déterminer le nombre de débours que je vais avoir besoin? Les institutions financières vont mettre un montant minimal de débours dépendamment du projet. Si votre projet, c'est 100 millions de dollars, ça ne sera pas 100 débours à 1 million. Ça risque d'être peut-être genre 5 débours à 20 millions chaque qu'on va faire. Ou si, mettons, votre projet, c'est 10 millions, bien, ça peut être aussi 5 débours à 2 millions. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Ça dépend de où est-ce qu'on arrive dans nos milestones. Puis aussi, bon, si on continue sur le pamphlet, on dit « Les travaux doivent être menés à terme en vertu de contrats à prix fixe conclus avec un entrepreneur général ou en vertu d'un contrat de direction des travaux. » Et prochain point, la SCHL doit approuver les premières et les dernières avances. Le prêteur agréé peut choisir d'autoriser lui-même les avances et verser entre la première et la dernière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Okay? Ça veut dire que la SCHL, pour le premier débours et pour le dernier, doit les approuver. Ça veut dire que, bon, l'expert en construction va donner son plan pour le premier débours, va le donner à l'institution financière va le présenter à la SCHL, va dire, écoute, OK, tout est beau pour le premier débours, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La SCHL va dire, oui, OK, c'est bon pour le premier débours. Puis, bien évidemment, pour le dernier débours, pour pouvoir être capable d'atteindre le maximum du RPV possible du programme, bien, la SCHL veut savoir est-ce que tout a été en règle durant le travail et la construction du projet. Entre les deux, entre le premier puis le dernier, bien ça, c'est libre à l'institution financière de le faire comment qu'elle veut, mais le premier puis le dernier, c'est vraiment la SCHL. Donc, au niveau de l'achat ou refinancement avec amélioration d'immeubles existants, lorsque le revenu locatif n'est pas interrompu pendant la construction, puis là, il y a une mention importante, on dit « n'est pas interrompu », les avances versées ne peuvent pas dépasser 75 % de la valeur après les améliorations ou 85 % de la valeur dans l'état actuel, selon le plus élevé des deux montants. Donc, la justification là-dessus, c'est 75 % de la valeur après réno maximalement ou 85 % de maintenant, le plus haut entre les deux. Donc, ça, c'est si il n'y a pas d'interruption dans le revenu locatif. À contrepartie, lorsque le revenu locatif est interrompu, l'avance maximale permise en cours de construction correspond à 75 % de la valeur après les améliorations. Le versement de fonds additionnels est assujetti à la réalisation de revenus locatifs. On a parlé dans le cas précédent
c'est quoi l'optimisation de revenus puis l'atteinte du RBE qu'on s'est fixé. Donc, quand le revenu est interrompu, c'est ce qu'on vient de dire en fait. C'est que tu dois atteindre ton revenu optimal ou le revenu visé pour ton projet. Donc, là, je vais parler de la réalisation du revenu locatif. Lorsque les avances sur le prêt sont requises au-delà de la limite de 75 %, la SCHL ne donnera pas son autorisation qu'après avoir reçu du prêteur agréé une preuve qu'elle juge acceptable que la propriété a été atteint le niveau de revenu locatif projeté. Donc, la justification de ça, c'est quoi? C'est que, comme mentionné plus tôt, la SCHL suit beaucoup les institutions financières, OK? Puis même, je dirais, elle donne le fardeau d'accumuler la preuve, de préparer les dossiers, faire les présentations. Je ne veux pas dire jouer à la police, mais de s'assurer que l'emprunteur vraiment respecte tout ce qu'on dit. Puis, dans le fond, là, ce que la CHL dit ici, c'est qu'elle va demander au prêteur, l'institution financière ou peu importe, de valider premièrement si tout est acceptable, puis que le niveau de revenu locatif projeté est bel et bien respecté, puis elle va demander de statuer là-dessus. Puis un coup que c'est fait, les preuves sont envoyées à la SCHL, puis la SCHL va dire oui ou non. Donc là, on arrive à qui s'appelle le CCD, OK? Le coefficient de couverture de dette ou couverture des charges fixes, ou peu importe. Dépendamment de l'institution financière où vous travaillez ou dépendamment où est-ce que vous travaillez, bien, vous avez tous des noms différents pour ça, mais grosso modo, c'est toute la même chose. C'est de savoir est-ce qu'on est capable de couvrir la dette, OK? Des fois, il y en a qui incluent certaines choses dans le calcul, d'autres qui n'incluent pas, mais en temps normal, le ratio, c'est pas mal ça, OK? Dans l'exemple que j'ai fait, puis là, dans le dépliant, on est rendu là où il y a l'espèce de tableau avec tous les ratios. Dans l'exemple que j'ai fait ici, j'ai parlé de RBE, j'ai parlé de RNO, j'ai parlé de prêt, mais j'ai omis de parler du CCD, OK? Pourquoi? Parce que je voulais y arriver, il y a vraiment une section qui est dédiée à ça. Dans le guide de la SCHL, le premier encadré, on voit immeuble locatif de 5 ou 6 logements. CCD minimal. Ça veut dire que ça, minimalement, ça doit être atteint pour pouvoir avoir son prêt. Okay? C'est en CCD minimal pour l'achat, c'est 1,10. Ça veut dire qu'on couvre 1,10 fois la dette. Puis en refinancement, 1,20 pour les immeubles locatifs de 5 ou 6 logements. Pour les immeubles locatifs de 7 logements ou plus, donc mon cas ici, parce que j'ai 40 unités, en termes de 10 ans ou plus, c'est 1,20 et en termes de 10 ans et moins, c'est 1,30. Là, je me suis arrangé dans mon exemple pour que, évidemment, mon CCD fonctionne. Puis comment il est calculé? C'est le RNO divisé par le paiement de la dette. OK? Puis mon paiement de la dette, bien, il est donné par ces paramètres-là. C'est près de 6 millions, terme 3 ans, donc je suis en bas de 10, taux 4,68, amortissement 50 ans. Puis dans le fond, ça me donne un paiement de dette à court terme de 310 000 $. OK? Donc, je vais prendre ce paiement de dette à court terme, je vais venir le mettre ici en bas, puis je vais prendre mon RNO en haut, puis ça me donne 1,30 pile. Comme je vous ai dit, je me suis arrangé pour que ça donne 1,30 pour que ça fonctionne, mais c'est possible qu'à un certain moment donné, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de variables là-dedans, puis si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que le projet ne fonctionne pas. Et vous ne pouvez pas le faire. Puis, je veux toucher là-dessus au niveau du terme. Certaines institutions financières ne vont pas aller plus haut qu'un terme de 5 ans pour un type de projet. Puis d'autres vont pouvoir aller jusqu'à 5, 10, peut-être même 15, dépendamment de quel autre type de projet. C'est quoi les types de projets? Bien, en temps normal, là, pour un prêt à terme, je dirais même en bas de 10 millions, là, c'est très rare qu'on va voir une institution financière venir loquer un taux sur 10 ans. Bien souvent, on va plus voir du 5 ans. Puis même encore là, dépendamment des conditions de marché.
Mais les prêts qui ont des termes beaucoup plus longs, ce que je veux dire, c'est que c'est des facilités de crédit beaucoup plus volumineuses, puis c'est pour des emprunteurs qui sont très solides. Parce que si l'institution financière se commet à quelque chose sur 10, même voire 15 ans, c'est parce qu'elle a pratiquement une certitude qu'elle ne perdra pas sur ce client-là. C'est pas tout le monde là, qui peut y accéder à ce type de produit-là. Puis, bon, là, le dernier espace dans ce tableau-là, c'est espace non résidentiel, immeuble locatif de 5 logements ou plus, 1,40 en termes de 10 ans ou plus, 1,50 en termes de moins de 10 ans. Donc, les espaces non résidentiels, c'est des espaces commerciaux. Comme vous en doutez, le ratio de CCD, ben, il est nettement plus élevé. Là, on demande quand même une capacité de paiement plus volumineuse là-dessus. Puis c'est normal, le commercial, ben, quand on fait de la location du commercial, normalement c'est toujours plus cher, puis ça peut être des types de baux complètement différents, puis c'est un peu différent la dynamique du commercial puis du résidentiel, mais bref. Tout ça pour dire qu'au niveau du commercial, ben, ça coûte un peu plus cher. Puis bon, on va demander un CCD plus élevé, là, parce que aussi il y a la stabilité commerciale. Bien souvent, quand on a des immeubles pignon sur rue ou même une bâtisse pignon sur rue, bien souvent, ce qu'on a en bas, c'est des restaurants ou des business qui ne durent pas exactement super longtemps. Puis vous savez comme moi, puis même après la COVID, les restaurants, déjà être une business très difficile, bien, il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu. Puis je pense que l'espérance de vie d'un restaurant, c'est peut-être entre 2 et 3 ans. Puis après ça, bien souvent, c'est un nouveau restaurant qui arrive, puis la chaîne continue. Bref, on va continuer au niveau du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt fixe ou variable avec plafond. Qu'est-ce que ça veut dire plafond? C'est lorsqu'on va faire la demande pour le programme de l'APH standard, il va falloir énumérer c'est quoi le taux maximal que cet emprunteur-là va devoir avoir pour que le projet ne fonctionne plus après ça. Fait qu'admettons, moi, dans mon cas, mon taux d'intérêt 4,68, puis disons que, bon, on a mis le CCD ici à 1,30, disons que j'aurais 1,40 ici, bien, disons que le taux maximal, bien, ça serait 4,88 %. À partir de 4,88 %, tout ça ne fonctionne pas, donc mon projet ne fonctionne plus. Puis ça, le taux d'intérêt, il y a beaucoup de variables là-dedans. C'est une vidéo aussi là, tout seul là, pour discuter comment les taux d'intérêt ça fonctionne, puis c'est quoi la différence entre fixe et variable, puis est-ce qu'il y a des stratégies de taux qui est possible de faire pour des projets plus volumineux, etc. C'est toutes des affaires que je dis oui, c'est toutes des possibilités à faire pour un prochain vidéo. Prochain point, c'est la période d'amortissement. La période d'amortissement autorisée par la SCHL pourrait atteindre 40 ans pour des propriétés existantes, donc que la bâtisse est déjà là, sortie de terre, si on veut, et 50 ans pour des nouvelles constructions. Une surprime est appliquée aux prêts hypothécaires amortis sur plus de 25 ans. La période d'amortissement ne peut pas dépasser la durée économique restante de l'immeuble telle qu'établie par la SCHL. Donc, là, on a deux concepts intéressants ici pour la période d'amortissement. On a parlé de surprime en haut de 25 ans, puis on a parlé aussi d'amortissement sur la durée de vie restante. Donc, la surprime, c'est quoi? Je le touche plus tard, mais je veux juste mettre un petit astérisque là-dessus. C'est plus la période d'amortissement est longue, plus ça coûte cher. Puis la surprime, c'est 0,25 % par tranche de 5 ans à partir de 25 ans. Présentement, le programme APH standard peut avoir un amortissement jusqu'à 50 ans pour les nouvelles constructions. Donc, cette prime-là s'applique là-dessus aussi. Donc, je fais un exemple. Je fais une nouvelle bâtisse. Je veux l'amortir sur 50 ans. Et disons que la prime de mon certificat, c'est 4 % à 25 ans. Mais là, dans le fond, je viens rajouter 5 tranches de plus de 5 ans
attends, 30, 35, 40, 45, 50, 5 tranches de plus. Donc, c'est 5 fois 0,25, ça va être 1,25 de plus pour la demande de mon certificat. Donc, c'est 4 plus 1,25 fois le montant de financement, ça va être le prix de mon certificat de SCHL. La deuxième chose qu'on vient de dire ici, c'est au niveau de l'amortissement sur la durée de vie restante. Okay? La SCHL, pour la durée de vie restante de la bâtisse ou pour peu importe la facilité de crédit, là, va se baser sur l'évaluation agréée que l'emprunteur va recevoir pour sa bâtisse en achat ou en refinancement. Okay? Si, admettons, l'évaluation agréée mentionne comme quoi qu'il reste 32 ans de valeur économique restante, là, mettons, là, de vie restante sur la bâtisse, ben on risque de ne pas accepter d'avoir un amortissement sur 40 ans. On risque peut-être plus d'aller vers du 35, même du 30, dépendamment du dossier. Mais si, admettons, la vie économique restante de la bâtisse est 42 ans, alors là, il n'y a pas de problème, on va pouvoir aller à 40 ans. Puis ça dépend c'est quoi le dossier toujours, là, mais en temps normal, la SCHL suit beaucoup l'évaluation agréée. Là, maintenant, je vais parler des types de sûreté. Okay? Les hypothèques de premier rang, de second rang ou pari passu sont autorisées. Un prêt de second rang est permis en tant que mesure temporaire. C'est quoi ces choses-là? Okay? Premier rang, deuxième rang, pari passu. Il y a 3 sujets à aborder ici. Puis mettons, un prêt de premier rang, c'est comme une dette senior. Puis un prêt de deuxième rang, c'est comme une dette junior. Une dette senior, c'est elle qui va être réalisée en premier, dépendamment c'est quoi le type de créancier qu'il y a sur l'actif. Puis la dette junior sera réalisée en deuxième. Okay? Ce qu'elle dit, la SCHL ici, c'est que s'il y a un deuxième rang, ça doit être une mesure temporaire. Un deuxième rang, c'est quoi? C'est qu'admettons, pour la mise de fonds, il manquait de l'argent, puis on décide d'aller faire un prêt pour ça. Fait qu'admettons, j'ai une bâtisse de 10 millions de dollars, on demandait un 2,5 millions en cash down pour faire l'acquisition de la bâtisse, puis il me manquait un 500 000 dollars. Moi, j'avais 2 millions dans mes poches, puis il me manquait un 500 000. J'ai décidé d'aller faire un prêt de deuxième rang avec quelqu'un pour pouvoir faire ma mise de fonds. Bien, ce qu'on demande, c'est que c'est une mesure temporaire. Ça veut dire quoi temporaire? Il n'y a pas de time frame là-dessus. Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça, il n'y a pas de libellé là, exactement qui détermine c'est quoi temporaire, mais je pense qu'à l'intérieur de 1 an ou 2, là, ça devrait être déjà réglé. Puis aussi, on parle de pari passu. Pari passu, c'est quand, mettons, 2 institutions financières vont venir ensemble ou 2 prêteurs vont venir ensemble pour venir faire le prêt là, nécessaire. Là, il y a des concepts qui sont intéressants ici sur les sûretés. Puis j'ai parlé de créanciers. Il y a 4 types de créanciers. Il y a les créanciers garantis, les créanciers privilégiés, les créanciers ordinaires, puis les créanciers différés. C'est toutes des choses qui sont différentes, qui sont encore là, un vidéo là, juste en soi, en type de créancier, puis en rang, puis comprendre la fonctionnalité de ça. Mais je veux juste donner peut-être un goût là, en bouche de ça. C'est que la SCHL, ce qu'elle veut, là, c'est des prêts faciles. Okay? C'est des prêts qui ne sont pas trop compliqués. Avoir des structures de financement super élaborées, là, puis que ça soit très complexe, puis que, bon, eux, c'est tant de pourcents, puis bon, eux, c'est tant de pourcents, puis eux, c'est tant de pourcents, c'est pas tant intéressant que ça. C'est beaucoup plus facile si tu as un prêteur pour ton prêt, puis que tu as seulement un premier rang. Là, alors là, c'est pas que c'est facile, tous les prêts sont difficiles, là, dépendamment de l'emprunteur, mais c'est plus favorable pour avoir une acceptation au niveau du dossier. S'il faut prendre un peu d'argent ici, un peu là, il en manque un peu là, demander des dérogations, ça ne fonctionnera pas. Là. Aussi, au niveau des directives générales concernant l'admissibilité de l'emprunteur, l'emprunteur doit prouver qu'il possède les compétences et l'expérience nécessaires pour la taille et le type d'immeuble visé par la demande d'assurance préhypothécaire. L'emprunteur ou une société affiliée à l'emprunteur doit compléter au moins 5 années d'expérience attestée dans l'exploitation et la gestion d'immeubles collectifs résidentiels semblables. Autrement, un contrat doit être conclu avec une tierce société de gestion immobilière.
Puis ça, on en a parlé un petit peu au début du vidéo. Si vous n'avez pas l'expérience, ça fait partie des critères, là, je pense que c'était le 7e ou le 8e critère. Non, c'était le 5 ou le 6e critère de base. Mais il est également possible d'avoir un parrainage là-dessus, puis que la personne soit sur l'actionnariat pour démontrer comme quoi que oui, peut-être c'est possible là, que ça ne fait pas 5 ans que j'opère ce type d'immeuble-là, mais j'ai quelqu'un qui est prêt à me cautionner puis venir me parrainer pour que le CHL voit qu'il y a un certain encadrement là-dessus. Là, par la suite, valeur nette de l'emprunteur. La valeur nette de l'emprunteur doit être au moins 25 % du prêt demandé, sans toutefois être inférieur à 100 000 $. Donc, là, je vais faire un exemple de valeur nette tangible parce que bien souvent, cet exercice-là n'est pas compris ou pas qu'il n'est pas compris, mais qui est peut-être mal expliqué. Puis je veux faire un touch-up là-dessus pour déterminer comment on fait pour déterminer sa valeur nette tangible. Okay? Donc là, je vais tourner mon tableau. Voici, grosso modo, c'est quoi un bilan de valeur nette tangible puis comment ça se calcule. Okay? Le bilan de valeur nette tangible, okay, bien souvent, c'est un document qui est donné par une firme de courtage ou une institution bancaire puis qui va vous demander exactement combien d'argent en équité ou liquide vous allez avoir. Okay? Puis qu'est-ce qui rentre dans ces catégories-là, puis etc. Puis comment on fait pour calculer ça? La première partie, bien souvent, d'un bilan de valeur nette tangible va vous demander votre salaire, votre information personnelle et un consentement de crédit. C'est quoi ces choses-là? Ça, c'est le salaire au T4. Ou peu importe comment vous voulez le démontrer, il faut avoir une preuve tangible, okay, que sur votre T4, il est bel et bien marqué je fais 200 000 $ par année. Sinon, vous ne pouvez juste pas le mettre ou que ça ne sera pas pris en considération. Tout ce qui est mis dans le bilan de valeur nette tangible doit être démontré par une preuve tangible, okay? Un relevé, un document légal qui vient attester ce que vous dites, une évaluation, peu importe, tout ce qui est là-dedans doit être prouvable. Okay? L'information personnelle, bien là, on va vous demander votre nom, le nom de votre conjointe, votre adresse dans les dernières années, sinon l'autre adresse, puis pourquoi vous avez déménagé, où vous travaillez, puis des types d'informations légères comme ça. Puis on va vous demander également un consentement de crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prêteur ou la firme de courtage avec qui vous faites affaire va vous demander si c'est correct d'aller chercher votre bureau de crédit auprès de Equifax ou TransUnion pour pouvoir venir confirmer les passifs. OK? Puis ça, j'y arrive bientôt. Venir confirmer les passifs puis voir aussi s'il y a eu une faillite ou quoi que ce soit, est-ce que votre crédit est correct. Évidemment, là, je parle de règle générale. Si vous avez une cote de crédit complètement explosée à 520, il va falloir justifier chaque ligne sur votre cote de crédit. Si vous avez une cote de crédit en haut de 800, c'est considéré comme un bon crédit. On va peut-être être un petit peu plus lousse là-dessus pour la justification de chaque affaire. Mais évidemment, là, avoir un crédit éclaté, ça l'aide jamais. Puis là, je veux toucher spécifiquement là-dessus sur les actifs. Okay? Les actifs, c'est quoi? C'est tout ce que vous avez qui est considéré comme un actif. Fait que là, ça, c'est quoi? C'est compte chèque, compte épargne, placement, équité sur maison, voiture, bateau, tout ce qui vaut de l'argent et qui est monnayable à la vente va rentrer dans les actifs. Puis là, je veux toucher là-dessus parce que, admettons que vous rentrez sur votre bilan de valeur nette tangible, j'ai 30 000 $ dans mon compte chèque puis 100 000 $ dans mon compte épargne. On va demander les relevés bancaires de votre compte chèque et votre compte épargne. Il faut que les sommes soient là minimalement pour 90 jours pour pouvoir qu'on le compte dans votre bilan. Puis aussi, une clause d'actifs que beaucoup de personnes ont puis qui est très mal compris, c'est une propriété, qui est une maison où vous habitez dedans ou peut-être un duplex, un triplex, peu importe, ici. La majorité des gens disent « Ah, moi, ma maison, ça vaut 1 million $. » Mais si vous n'avez pas d'évaluation agréée sur votre maison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur municipale de la maison moins
le montant d'hypothèque qui reste avec le consentement de crédit que vous nous donner, on va voir c'est combien il reste d'hypothèque sur la maison. Fait que si dans votre tête, votre maison vaut 1 million de dollars, là, mettez pas 1 million de dollars dans le bilan de valeur nette tangible, ça ne fonctionnera pas. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la valeur municipale. Mettons, municipalement, ça vaut 700 000 $, puis il reste une hypothèque de 500 000 $ dessus. Bien, en réalité, vous valez 200 000 $. C'est pas 1 million parce que je pense que ça vaut 1 million moins 500 000 $. Fait que dans le fond, je vaux 500 000. C'est pas une valeur marchande, c'est pas une valeur fictive. Comme j'ai démontré, il faut vraiment avoir une preuve tangible de ce qu'on dit ici au niveau des actifs. Au niveau des passifs, la majorité des passifs vont être sortis ici, mais évidemment, bien, il faut donner patte blanche à l'institution financière avec le bureau de courtage qu'on fait affaire avec. Puis, bien, le bilan de valeur nette tangible est calculé actif moins passif va donner bilan de valeur nette tangible. Puis pourquoi on voulait avoir le salaire, l'information personnelle et le consentement? Bien, c'est pour s'assurer qu'on fait bel et bien affaire avec le bon emprunteur et que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Puis dans le cas où c'est une compagnie qui emprunte, bien, on va demander de remonter jusqu'à la personne physique ou aux personnes physiques qui doivent remplir ce bilan-là. Donc, c'est ce qui fait un peu le tour là, du bilan de valeur nette tangible. Là, je vais retourner au formulaire. L'exigence en matière de cautionnement. OK. Le financement de la construction. L'emprunteur et la caution doivent fournir un cautionnement correspondant à 100% du solde du prêt qui évolue dans le temps jusqu'à ce que les loyers aient été stables pendant une période de 12 mois consécutifs. À ce moment-là, le cautionnement additionnel pourrait être réduit à 40% du solde du prêt qui évolue dans le temps. Deux notions ici. La première, c'est que le cautionnement va réduire lorsque les revenus sont optimisés, comme on en a parlé plus tôt dans la vidéo. La deuxième affaire ici, c'est que le cautionnement va diminuer à 40% du solde du prêt qui évolue dans le temps. La deuxième notion, c'est évolue dans le temps. OK? Ça veut dire quoi, évolue dans le temps? Ça veut dire que, admettons, qu'on a une caution de 40% sur un prêt de 1 million de dollars. On demande 40% de ce prêt-là. OK? Mais mettons, dans 3 ans, le prêt a eu des paiements de capital dessus, puis il est maintenant rendu à 800 000 $. OK? Bien, c'est 40% de 800 000 qui reste, pas la totalité là, de la valeur de la propriété. Puis là, il y a achat ou refinancement d'immeubles existants. Pour tous les nouveaux prêts visant des immeubles de logements locatifs existants, le cautionnement exigé par la CHL correspond à 40% du solde du prêt qui évolue dans le temps. Fait que contrairement à ce que la nouvelle construction demande, 100% pendant 12 mois jusqu'à l'atteinte des revenus optimisés, bien, en refinancement ou en achat, c'est 40% du prêt all day. Les recours limités. Lorsque le montant du prêt ne dépasse pas 65% de la valeur d'emprunt établie par la SCHL, le prêteur agréé peut demander que le prêt soit considéré comme étant sans recours envers l'emprunteur. Donc, pas de cautionnement. Le recours du prêteur agréé se limite à la propriété et au titre des autres actifs qui lui servent de sûreté et ce dernier ne peut poursuivre l'emprunteur personnellement. La SCHL peut exiger d'autres mesures d'atténuation du risque si elle juge à propos, par exemple, maintien de fonds propres, mise en place d'une réserve de remplacement, sûreté accessoire, cautionnement personnel. Donc ça dépend du projet. C'est ce qu'il pourrait demander, là, mettons un fonds de réserve ou quoi que ce soit. Mais encore là, si le ratio prêt-valeur est en bas de 65%, généralement, quand on est en réalisation, ben, l'actif principal, celui qui finançait l'immobilier, ben, il est capable de couvrir le 65% du ratio prêt-valeur. Fait que ça se peut qu'on ne demande pas ça. L'assurance préhypothécaire de la SCHL donne accès à des taux d'intérêt avantageux, ce qui réduit les coûts d'emprunt pour la construction, l'achat et le refinancement des immeubles collectifs. Elle facilite les renouvellements pour toutes les durées du prêt hypothécaire. Puis ça, c'est vrai parce que ben, la SCHL, c'est de l'assurance. Puis les institutions financières adorent l'assurance. Ils sont même prêtes à prêter plus dans certains cas. Puis évidemment, là, les taux d'intérêt, ça fonctionne beaucoup avec du risque. Donc, moins c'est risqué, plus que c'est intéressant.
Donc, on est prêt à donner des taux d'intérêt qui sont plus bas, puis prendre des spreads, comme on dit, plus bas. Donc là, c'est ce qui conclut la première partie, mettons, de la présentation au niveau du pamphlet de l'APH Select. Par contre, il y a deux affaires encore, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a 2 ou 3 affaires encore que je dois parler, puis c'est les primes, OK? Parce que ça, c'est pas gratuit. L'APH, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent. Donc, les primes, c'est composé en 2 parties, OK? Le premier, c'est les droits de demande, puis la deuxième partie sont la prime d'assurance. Donc, les droits de demande, là, on passe dans un autre formulaire. Les droits de demande sont perçus en fonction du nombre de logements ou de lits qui doivent être payés par le prêteur dès la présentation de la demande. Si la demande est rejetée par la SCHL ou retirée par le prêteur, la SCHL conservera une portion des droits minimum de 10 %, correspondant selon elle au travail effectué et aux ressources utilisées pour travailler et évaluer la demande. Okay? Je ne vais pas lire le reste, mais je vais juste toucher là-dessus. Okay? C'est important de comprendre, lorsqu'on envoie une demande à la SCHL, c'est important d'être quasiment garanti qu'on a l'assurance, parce que sinon, ils vont garder 10 % du droit de demande. Okay? Puis le droit de demande, c'est quoi? J'y arrive, il y a un tableau qui est là pour ça. Le droit de demande, là, il y a un tableau qui est là, je vais le mettre à l'écran. C'est vraiment, ça dépend c'est quoi le type d'immeuble, ça dépend combien il y a d'appartements, etc. Mais admettons, il y a une justification que je veux mettre ici parce que ça dépend quel type de prêt vous faites. Dans la première colonne, il est marqué « Droit de demande de base supérieur à 2 avances ». Puis dans la colonne excusez-moi, ça c'est celle de gauche. Dans la colonne de droite, il est marqué « Droit de demande de base jusqu'à 2 avances ». C'est quoi les avances? C'est un autre mot pour dire déboursement. Fait que supérieur à 2 avances, ça coûte plus cher, mais ça va jusqu'à 55 000 maximalement là, par prêt. Puis jusqu'à 2 avances, quand c'est moins, bien souvent c'est l'achat ou le refinancement jusqu'à 2 avances, c'est 50 000 $ maximum pour le droit de demande. Puis là, bien évidemment, il y a tous les critères là-dessus. Là. Je n'ai pas fait d'exemple exactement pour calculer ce que c'est parce que c'est vraiment particulier, là, peu importe à votre situation, mais le droit de demande, disons qu'il vous a coûté 37 000 $. Si le dossier n'est pas accepté, la SCHL conserve 3 700 $ là-dessus. Fait que c'est pas mal 10 % là, du 37 000 total. Puis, la deuxième partie des primes sont les primes d'assurance. Okay? La prime d'assurance, c'est... je vais le lire dans le fond. La prime d'assurance hypothécaire, y compris toutes les surprimes applicables, est une charge initiale payable par le prêteur qui représente ce qui en coûte au total pour assurer un prêt. La prime qui peut être ajoutée au montant du prêt hypothécaire n'est pas remboursable. La taxe de vente provinciale ne peut pas être ajoutée au montant du prêt assuré. Si les avances échelonnées sont accordées, la prime est payable à la CHL par le prêteur à mesure que les fonds sont versés. Il y a également un tableau pour ça. Pour les logements locatifs, pour les RPA, pour la PH Select, c'est tous des tableaux qui sont différents. Pour le logement locatif ordinaire, ce qu'on parle aujourd'hui, ça fonctionne avec le ratio prêt-valeur. Okay? Puis là, je veux tourner le tableau parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de parler puis que je me le réservais pour cette partie-là. Puis de quoi je veux parler, c'est la prime. OK? Puis j'ai mis la prime avec un 0 avec une barre parce que ça veut dire qu'il n'est pas inclus. Admettons, là, dans notre cas, on a un ratio prêt-valeur de 67 %. Bien, notre prime, ça serait 2,85 en RBR atteint, ça veut dire les revenus atteints. Okay? Disons qu'on est là. C'est 2,85 %, mais il y a également une surprime parce que notre amortissement est plus long que 25 ans. Donc, j'ai 5 tranches de 5 ans, de 25 ans à 50 ans. Fait que 25, 30, 35, 40, 45, 50 ans. Donc, 0,25 à chaque fois, il faut que je rajoute 1,25 à ma prime de certificat. Puis cette prime-là, ben,
ça va venir affecter mon CCD, puis c'est possible que le CCD ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, il faut injecter plus de mise de fonds, tout simplement. Puis, dans le cas d'un refinancement, il y a ce qu'on appelle des prêts qui sont déjà assurés par la SCHL. C'est possible, OK? Si on veut refinancer un prêt qui est déjà assuré par la SCHL, d'avoir une remise de pourcentage de la prime, OK? Il y a tout le texte qui est là. Je vais mettre à l'écran le tableau. Mais dans le fond, ce que ça dit, c'est que si, admettons, on a contracté un prêt il y a 4 ans ou moins, on est éligible pour avoir un remboursement de prime à 50%. Puis plus qu'on avance dans le temps, bien, plus que le pourcentage de remise descend, puis plus qu'on est proche dans le temps, plus que le pourcentage de remise est haut. Mais le maximum qu'on peut se faire remettre de notre prime, c'est 75%. Puis je veux faire une justification au niveau du programme APH standard. Les loyers qu'on demande, OK, ne sont pas sujets aux restrictions du TAL. Okay? Puis pourquoi je fais cette notice-là, c'est que le programme APH Select, qui est un autre programme de la SCHL qui fonctionne de façon complètement différente puis qui a des critères complètement différents, est sujet en abordabilité à la restriction du TAL. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut parler dans une autre vidéo, mais celui-ci, en tant que tel, ne l'est pas. Donc, c'est pas mal ça aujourd'hui que je voulais démontrer avec le programme APH. C'est sûr que, dépendamment où est-ce que vous êtes dans votre vie, dans votre démarche, quel type de bâtiment vous voulez acheter, refinancer ou construire, le gros des informations, il est là, qui est comment le programme fonctionne, mais encore là, chaque emprunteur a sa situation particulière, puis même plus que jamais, ça vaut la peine de faire affaire avec un consultant là-dedans pour pouvoir s'éclairer sur la demande, quelqu'un qui voit beaucoup plus de dossiers que vous, puis pouvoir vous aider. Puis pour exemple, pourquoi ça vaut la peine? Parce que quelqu'un qui voit beaucoup de dossiers, j'ai parlé tout à l'heure de la normalisation, OK, par poste. Entretien, salaire, réserve électrique, frais de gestion, vacances. Si, admettons, là, vous voulez construire, disons, un 12 unités, ben peut-être plus. OK, mettons, vous voulez construire un 40 unités, comme mon exemple ici, puis vous voulez mettre 2 ascenseurs, 3 places communes, piscine, gym, etc. Bien, c'est possible là, que entretien et réparation, là, le 925 ne soit pas dérogeable, puis la CHL peut-être elle va même vous dire, écoute, 925, je trouve ça maigre comme réserve de réservation, peut-être il faudrait l'augmenter un petit peu. Mais dans le cas où, mettons, vous voulez construire une bâtisse de 40 unités, juste un ascenseur, pas d'espace commun, bien, c'est là où on peut arriver en tant que consultant puis vous dire, écoute, on a fait approuver là, quelques temps, on a demandé est-ce qu'on a une réduction sur les entretiens et la réparation à, disons, 875 par porte parce que ça fait juste du sens, telle chose ça coûte tant, telle chose ça coûte tant. Puis là, bien évidemment, la réduction de salaire va suivre avec ça. Puis peut-être même le taux de vacances, vu qu'on se trouve en bas du 2500 par mois, notre taux de vacances est relativement bas. Bien, peut-être que toutes ces choses-là vont avoir un effet positif sur votre demande, puis ça va pouvoir débloquer plus de cash flow pour avoir des conditions plus avantageuses. Donc, c'est un petit peu là où ça fait du sens de faire affaire avec un consultant ou même avec une banque qui a beaucoup d'expérience là-dedans. Puis, avec la sommation des informations que je vous ai données aujourd'hui, j'aimerais ça que vous exprimez, vous me dites qu'est-ce que vous pensez du programme de la SCHL. Est-ce que vous pensez que c'est un bon programme pour les emprunteurs? Est-ce que vous pensez que ça favorise plus les prêteurs? Est-ce que vous trouvez que les critères sont trop serrés? Est-ce que la normalisation, pour vous, c'est complètement ridicule? Commentez qu'est-ce que vous pensez dans la section des commentaires. Puis également, si vous voulez booker un rendez-vous pour avoir un service plus personnalisé avec moi, vous pouvez aller sur le site de capitalcentral.ca, répondre à mon questionnaire sous contact et puis prendre une plage horaire avec moi. Ça va me faire plaisir là, de regarder votre projet puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la suite des choses. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo aujourd'hui et à la prochaine. Filter that down.
Change the pattern a bit. I think we need a ride cymbal. Filter that down. Change the pattern a bit. I think we need a ride cymbal. Filter that down.